L'équipe de TVA9 s'est rendue à la conférence de presse sur l'immigration et le rapatriement des pouvoirs en immigration au Québec, organisée par le député fédéral de Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères, M. Xavier Barsalou-Duval, et animée par M. Stéphane Henfield, avocat spécialisé en droit de l'immigration. Les nouveaux arrivants font face à de nombreux défis méconnus. Monsieur Barsalou-Duval, qu'est-ce qui vous a amené à organiser une conférence sur le sujet pour les citoyens? Bien, je dirais que la première chose, c'est que on s'en fait parler par à peu près tout le monde. On entend parler aux nouvelles, on entend des citoyens qui nous accrochent sur la rue là-dessus. On a des nouveaux arrivants aussi qui nous appellent au bureau pour des services. Quand on a des rencontres avec des bénévoles, des militants aussi, les gens nous parlent toujours de ça. Puis, j'ai toujours l'impression qu'il y a des... Même si on en parle beaucoup, il y a toujours des petits bouts qu'on ne comprend pas tout à fait assez bien. Puis à un moment donné, bien, c'est sûr, c'est facile de s'y perdre quand tu as beaucoup d'acteurs en jeu et puis qu'il y a beaucoup de nuances, puis que tu as un système complexe comme celui de l'immigration. Donc, je me suis dit, bien, ça serait bien d'organiser une soirée d'information où on aurait un spécialiste qui viendrait nous en parler, puis qui voudrait expliquer aux gens comment ça se passe pour vrai, puis parler un peu du problème, puis peut-être des solutions possibles aussi. Parce que la situation de l'immigration en ce moment, ça va très vite en fait, le déroulement. De quelle façon, selon vous, les répartitions des responsabilités fédérales versus provinciales devraient être modifiées ou ajustées à tout le moins? Bien, le problème en ce moment, c'est que tu as le gouvernement du Québec qui établit des seuils et qui a un certain pouvoir sur, par exemple, l'immigration économique. Mais après ça, il y a le gouvernement fédéral qui fait un peu ce qu'il veut parce que il garde malgré tout le contrôle. Bien, c'est lui qui émet, en fait, c'est lui qui contrôle les frontières, évidemment. Donc, il va garder le contrôle des réfugiés, il va garder le contrôle de la... bien là, en ce moment, il y a des négociations sur toute la question de la réunification familiale là, parce que, en théorie, le gouvernement fédéral doit respecter les seuils, mais en même temps... donc, c'est ça qui crée une espèce de problème, le fait qu'il y ait deux acteurs, puis s'il y a deux acteurs qui s'occupent du même dossier, premièrement, tu vas avoir des dédoublements, puis tu vas avoir des conflits administratifs. Donc, idéalement, dans ma perspective, il devrait y avoir juste un gouvernement à Québec qui traite l'ensemble de la chose. Puis c'est pour ça qu'on parle notamment de rapatriement d'immigration, entre autres. Mais quand il y a deux groupes, sinon, qui s'occupent du même dossier, bien, il faut que la délimitation des responsabilités soit très clairement définie, puis qu'un n'essaye pas d'embarquer sur la tête de l'autre. Puis là, bien, malheureusement, c'est pas ça qu'on voit parce que le gouvernement fédéral, il sait qu'il a le gros bout du bâton, parce que c'est lui qui a le pays. C'est lui aussi que, d'un point de vue constitutionnel, a la compétence en matière d'immigration. Les pouvoirs qu'on a en tant que province en immigration, découle d'une entente administrative, donc ça n'a pas de caractère constitutionnel. Donc, ça peut nous être retiré en tout temps. Et c'est juste le bon vouloir, en fait, du gouvernement fédéral qui fait que il s'est établi une espèce d'habitude, là. C'est à cause de cette entente-là que le Québec gère une grande partie de son immigration. Puis ça, c'est un acquis auquel on tient comme Québécois. Mais malheureusement, c'est pas coulé dans le béton, là. Donc, les différentes instances gouvernementales, municipales ou autres, ils ne peuvent pas vraiment se mobiliser pour faire une différence. C'est plus des actions à ce niveau-là, au niveau du gouvernement? Bien, c'est-à-dire, pour ce qui est du choix, de la sélection, de l'encadrement, processus d'arrivée, c'est sûr que ça relève, tu sais, probablement des services des douanes, des services de l'immigration, là, qui vont accueillir les gens dans un premier lieu. Mais il y a quand même des choses au niveau ailleurs, à d'autres niveaux administratifs là, ou gouvernemental qui peuvent être anticipés ou qui peuvent être planifiés. Par exemple, ben, les écoles, les commissions scolaires, ils ont un rôle à jouer parce qu'ils doivent savoir combien ils ont besoin, combien ils vont avoir d'étudiants pour savoir combien de profs ils embauchent, combien de classes ils ont besoin. Donc, il y a une gestion de ça. La même chose, par exemple, pour les organismes communautaires qui, des fois, vont donner des coups de main. Les centres, on peut parler des centres d'action bénévole, les centres d'entraide, les groupes, par exemple, qui vont aussi offrir des ressources pour s'habiller, pour se loger. Donc, il y a toutes sortes de groupes parallèles, souvent à vocation communautaire, qui vont pouvoir aider les gens qui arrivent. On va parler surtout des demandeurs d'asile, ceux qui ont besoin de support, disons, important, parce que c'est sûr que les immigrants économiques en général,
bien, ils ont déjà des moyens, ils ont déjà une profession, ils ont déjà sont moins à risque, là, en général, ils vont avoir une bonne situation. Mais pour ce qui est des demandeurs d'asile, ça nécessite, puis c'est là qu'on a le plus gros problème aussi en ce moment, ça nécessite une grande concertation puis une grande travail en collaboration pour être sûr que les gens ne sont pas laissés à eux-mêmes. Parce qu'on a bien beau dire, les gens sont les bienvenus, puis je dirais oui, tu sais, on veut accueillir des gens dans la mesure de... Mais il faut tenir compte justement de la mesure de notre capacité d'accueil, combien de places on a dans les écoles. Et un professeur, ça ne se forme pas en 2 semaines. Puis une classe, bien, si tu ouvres une classe, tu ne peux pas enseigner. Ça prend un espace physique où on enseigne aux gens. Si on a besoin de soins dans les hôpitaux, donc il faut les administrer, il faut les gérer. Puis malheureusement, souvent on dit, par exemple, l'immigration économique, c'est de l'immigration qui va être ciblée. T'sais, on va dire on a besoin d'un domaine dans lequel il y a une pénurie de personnes, donc c'est très ciblé, donc ils vont venir combler un besoin. Dans le cas des demandeurs d'asile ou de la réunification familiale, c'est 2 catégories pour lesquelles il n'y a pas nécessairement d'arrimage entre les besoins qu'on a et les gens qui arrivent. C'est juste qu'on les accueille pour des raisons humanitaires ou pour des raisons que ça fait longtemps que leur famille attend. Donc, ça aussi, ça pose des enjeux. Même si on se dit qu'on a une responsabilité de les accueillir, c'est pas nécessairement facile de dire, bon, bien, on a besoin de médecins. Un demandeur d'asile, on ne le convertit pas en médecin en claquant des doigts. C'est pas comme ça que ça marche, là. Donc, en lien avec tout ça, en terminant, selon cette situation-là, qu'est-ce que le Bloc québécois prévoit faire dans les prochains mois par rapport à tout ça? Bien, nous autres, notre enjeu principal en ce moment, c'est de s'assurer que les problèmes qui sont vécus sur le terrain, on donne un relent à ça au Parlement fédéral pour faire pression sur, que ce soit le ministre de l'Immigration, le premier ministre Trudeau, pour qu'il écoute les besoins qu'on a au Québec puis les problèmes qu'on vit. Parce qu'on sait, on a une pénurie de logements, on a des ressources qui sont à bout de souffle, on a des écoles qui débordent, des services de garde qui ont de la misère à suffire à la demande. Alors, veut pas, quand on ajoute des gens, ça cause un problème. Puis ce qui cause aussi parfois un problème, c'est les délais. Parce que quand ça prend 6 ans, 7 ans, 8 ans, parce que ça, c'est ce qu'on voit souvent, avant qu'on traite un dossier, bien, les gens se sentent vraiment dans l'insécurité totalement. Déjà que tu arrives dans un autre pays, tu as une certaine insécurité, mais en plus, si tu ne sais pas si ton statut il va être gardé, il va être révoqué, est-ce que tu vas pouvoir rester, est-ce que tu vas devoir partir, ça crée un stress très important sur ces individus-là. Puis on a aussi une responsabilité de leur donner un service pour s'assurer que dans le processus administratif, à un moment donné, on prenne une décision. Que ça ne prenne pas 8 ans de décider si quelqu'un qui fait une demande d'asile a le droit d'être un réfugié ou pas. Donc, que la personne ait fait sa demande de bonne foi ou pas. On présume toujours de la bonne foi des gens, mais c'est le processus qui va déterminer le résultat. Alors, il y a ces 2 éléments-là. Il y a l'élément de s'assurer que les dossiers soient traités assez vite pour diminuer justement les délais, puis faire en sorte que si les gens ont à quitter, qu'ils puissent quitter. Et puis aussi, les gens qu'on reçoit, de les accueillir convenablement. Pas qu'ils dorment dans la rue, puis pas qu'ils soient pris à s'entasser 10, 15, 20, 30 dans un logement. Parce que souvent, les gens peuvent avoir l'impression, vu de l'étranger, ici, c'est un pays prospère, donc ça va bien. On va arriver ici, puis on va avoir une place où loger, on va pouvoir se nourrir convenablement, on va être habillé, on va travailler. Mais la réalité, c'est que c'est pas exactement comme ça que ça se passe, là. C'est plus complexe que ça. Et surtout avec les ressources qui sont étirées, malheureusement. On ne peut pas accueillir les gens comme on devrait les accueillir. Donc, il faut aussi, disons, faut aussi envoyer le message à ces gens-là qui pensent qu'en venant, que ça va être facile, que ça ne sera peut-être pas si facile que ça, là. Donc, le dossier de l'immigration est en constante évolution. Merci, M. Barcelo-Duval, d'avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Moi, peut-être en guise d'introduction sur le sujet, pourquoi on a choisi le sujet de l'immigration, bien, je pense que c'est un sujet qu'on peut, comment je dirais, pas passer à côté en 2024. Puis même que, je dis ça en 2024, mais je pense que c'est en 2023 qu'on a pris la décision de faire une soirée sur l'immigration, parce qu'en 2023 aussi, c'est un sujet dont on ne pouvait pas passer à côté. On savait que ça serait encore un sujet d'actualité cette année. Et puis je suis bien heureux oui, je suis quand même heureux de voir que les gens aussi, ça les intéresse, parce qu'on sait, on en parle aux nouvelles tout le temps. On parle de pénurie de logement, on parle de pénurie de main-d'œuvre, on parle de délai d'attente, on parle aussi
Du coup, au bureau, on nous en parle. On a beaucoup d'appels. Carole, au bureau, qui s'occupe des dossiers d'immigration. Beaucoup de gens insatisfaits quant au délai d'attente, puis comment ça se fait que c'est si difficile que ça avec le système d'avoir des réponses avec les fonctionnaires. Et donc, on a des entreprises aussi qui nous appellent à chaque année, qui sont inquiets avant l'été qui arrive pour les travailleurs saisonniers, avant la saison, justement, là, des récoltes pendant l'été et du début de la saison, sûrement. Et bon, que ce soit ça, même dans l'industrie touristique, on en a moins ici, mais dans d'autres circonscriptions, c'est le cas. Alors, la question de l'immigration, c'est une question qui est majeure, je pense, qui est incontournable au Québec et qui a aussi d'autres éléments comme toute la question de la démographie, de la question, on pourrait ajouter aussi la question linguistique, là, veut pas, quelle incidence ça peut avoir, en tout cas, dépendant de la façon dont on gère le dossier de l'immigration sur le démo linguistique au niveau québécois. Alors, et puis, en terminant, avant de laisser la parole à Stéphane, je pourrais même ajouter que ma propre conjointe, moi, est issue de l'immigration. Donc, on a aussi parfois, je pense que par le passé, c'est arrivé souvent qu'on a parlé ça de façon négative, mais je pense de plus en plus, on a beaucoup plus de nuances qu'il pouvait y avoir dans le débat. Je ne sais pas, mettons, il y a 100 ans ou il y a 75 ans, je n'étais pas là dans ce temps-là, mais on entend souvent parler à l'époque de l'arrivée des Irlandais, qu'il y avait qu'il y avait eu comme au début des années 1840, là, une espèce d'inquiétude nationale importante parce qu'il y avait arrivé une arrivée massive d'Irlandais. Finalement, ben, ça s'est assez bien passé parce que la plupart avaient beaucoup en commun, dont, disons, leur opposition à la couronne britannique, dont leur religion qui était la même que les gens qui étaient ici à l'époque. C'était surtout des catholiques, donc finalement, ils étaient dans les mêmes églises, tout ça. Puis on finit par travailler ensemble, apprendre à se connaître, puis s'intégrer. Puis aujourd'hui, on fête la Saint-Patrick à chaque année. Et puis on est tous heureux d'en faire partie. Alors, tout ça pour dire que c'est ça aussi l'immigration, c'est des gens qui arrivent d'ailleurs, c'est des histoires de réussite, puis ma propre conjointe est une histoire de réussite. Elle est issue de l'immigration provenance des Philippines, immigrantes, puis mes filles sont élevées en français à la maison, puis on a passé cette valeur-là, puis je suis très heureux, puis très fier de ça, de faire en sorte qu'on réussisse à accueillir les gens, puis on leur dise, bien ici, ça se passe en français, puis vous êtes le bienvenu parmi nous, puis c'est un peu pour ça aussi qu'à chaque année, en début de l'année, à l'occasion du 21 janvier, pour la fête du drapeau, j'ai décidé comme député d'organiser une réception pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux citoyens qui ont obtenu leur citoyenneté canadienne. Bon, moi, je préfère dire citoyenneté québécoise. Ces gens-là, on les fait tous venir dans une salle, puis on leur offre un certificat de félicitations, puis on leur mentionne son la bienvenue, puis on fait ça le 21 janvier, pas pour rien. Parce que le 21 janvier, c'est le jour du drapeau, le jour où est-ce que le Québec a décidé que, en fait, le fleur d'Élysée deviendra officiellement notre drapeau national. Donc, c'est un geste aussi pour leur dire, vous êtes les bienvenus au Québec parce qu'on est au Québec. Et ça, on y tient. Alors, sur cette introduction-là du sujet de l'immigration, dont on aura l'occasion de discuter plus longuement prochainement, je ne vous ferai pas une conférence, puisqu'on a un conférencier qui est là à ma droite, Stéphane Enfield, qui est un militant indépendantiste de longue date, un avocat spécialisé en immigration, donc beaucoup plus savant que moi pour vous parler du dossier de l'immigration, et qui va pouvoir vous démêler tous les enjeux de c'est quoi la différence entre un réfugié, un demandeur d'asile, un résident permanent, les résidents permis de travail temporaire, un permis d'études, un visa de touriste. Il y a beaucoup de termes. Puis en plus, il y a Québec et Ottawa qui sont tous les deux un peu, par exemple, les certificats d'acceptation du Québec. Puis là, il y a une gestion parallèle de deux systèmes, deux juridictions qui sont supposées travailler ensemble pour arriver aux résultats qu'on a. Alors, Stéphane va pouvoir nous aider à nous démêler ça puis nous expliquer un peu tous les tenants et aboutissants de tout ça. Merci, Xavier, pour l'invitation. Je n'ai pas la prétention d'être en mesure de vous expliquer de A à Z là, le programme d'immigration autant Québec et Ottawa. Mais comme tu l'as si bien dit, c'est un peu difficile de s'y retrouver. On parle de résidents permanents, résidents temporaires, demandeurs d'asile, réfugiés, travailleurs, étudiants. Bref, on va essayer au moins de démystifier un peu tout ça. Mais il y a quelques jours, j'ai
C'est à moi que vous... Non, c'est pas moi? OK, non, c'est parce que je voyais des signes. Je me demandais, c'est à moi qui parle. Donc, il y a quelques jours, j'ai un jeune étudiant à l'université qui me posait la question. Il dit, Stéphane, en une phrase, est-ce que tu es capable de nous expliquer ou disons, de donner une définition de l'immigration autant au Québec qu'à Ottawa? Et j'ai dit, spontanément, perte de contrôle. Et c'est vraiment une perte de contrôle qu'on voit depuis les dernières années, autant du côté d'Ottawa, de Québec. Si on regarde, par exemple, le chemin Roxham, le fameux chemin Roxham, avant 2017, soyons honnêtes, qui connaissait l'existence de ce chemin-là? Moi, je l'avoue, j'ignorais totalement l'existence du chemin Roxham. Mais 2017, suivant l'élection du président Trump et des politiques anti-immigration, on a commencé à voir des gens qui, craignant d'être arrêtés aux États-Unis et expulsés dans leur pays d'origine, arrivaient au Québec par le chemin Roxham pour faire des demandes d'asile. Pourquoi qu'ils le faisaient de cette façon et non pas dans une douane ou un poste de contrôle ou un poste des services frontaliers? Tout simplement à cause de l'entente sur les tiers pays sûrs. Donc, s'ils le faisaient, leur demande aurait été jugée irrecevable, il aurait été retourné directement aux États-Unis, mais en passant par le chemin Roxham. Puis il faut dire qu'à l'époque, on se souviendra, là, c'était un petit bout de terre, donc c'était facile pour eux de pouvoir traverser. Donc, les gens arrivaient, faisaient des demandes d'asile, donc ça se comprenait. Okay? Bon, ils avaient peur d'être expulsés. Et là, on a eu le fameux tweet de Justin Trudeau. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, là, à ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera. Alors, suivant ce tweet, bien évidemment, on recevait par le chemin Roxham, par semaine, des dizaines de demandeurs d'asile, mais par la suite, les dizaines de demandeurs d'asile par semaine sont devenus des centaines par jour. Et au cours des années, donc de 2017 jusqu'à 2022, on a reçu par le chemin Roxham près de 100 000 demandeurs d'asile. Et l'année record, bien, c'était 2022 avec près de 40 000 nouveaux demandeurs d'asile. Alors évidemment, il y a des gens au Québec qui commençaient à taper du pied en disant « Écoutez, il faut qu'Ottawa vous intervenez, ça n'a pas de bon sens de laisser les choses aller comme ça. » Bon, qu'est-ce qu'Ottawa a décidé de faire? Bien, ils ont investi des millions dans les infrastructures du chemin Roxham. En fait, ils ont construit, ni plus ni moins, une douane officielle, mais pour les demandeurs d'asile uniquement. Parce qu'évidemment, si vous vouliez aller à Plattsburgh, si vous passez par là, vous allez avoir des problèmes. Donc, c'était des gens qui arrivaient principalement des États-Unis. Les gens ne faisaient pas le chemin inverse. Ils ne partaient pas du Québec pour aller aux États-Unis. C'était des gens qui partaient des États-Unis pour venir au Canada et passer par le chemin Roxham. Donc, on investit dans les infrastructures au lieu de régler la question puis dire, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, 2022-2023, Ottawa a décidé, pourquoi? Bon, peut-être à cause des demandes de Québec, de diriger, j'aime pas, les gens disent distribuer, mais c'est pas distribuer, c'est quand même des êtres humains, donc de rediriger des demandeurs d'asile vers d'autres villes canadiennes. Et là, ça n'a pas pris 5 ans. Quelques mois, et là, certains maires des villes canadiennes ont commencé à... pardon? Paniquer. Oui, le mot est faible. Commencer à crier fort en disant, là, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'Ottawa vous interveniez parce que nous, on n'est plus capable, capacité d'accueil, nos logements, nos services. Pourtant, au Québec, ça faisait depuis 2017 qu'on le disait. Et je me rappelle même, peut-être certains s'en souviennent, une déclaration du maire de Niagara Falls. Il avait dit, écoutez, là, c'est parce que moi, mes hôtels, là, c'est bien beau mettre les demandeurs d'asile, mais moi, l'été s'en vient, puis j'ai besoin de mes hôtels. Fait que pouvez-vous les reprendre, puis les retourner au Québec? Parce que moi, ben, j'ai besoin du tourisme. Alors, c'était ça un peu la position des maires et de certains premiers ministres du ROC, là, du reste du Canada. Ce qui fait que, ben, un moment donné, en mars 2023, le gouvernement fédéral décide de modifier l'entente sur les tiers pays sûrs, qui a emmené finalement à la fermeture du fameux chemin Roxham. Mais le coquin de Justin Trudeau, parce qu'il est coquin, lui, il voyait venir les choses. Il savait qu'il était pour procéder de cette façon-là, donc de fermer l'arrivée de demandeurs d'asile par le chemin Roxham. Qu'est-ce qu'il a fait préalablement? Bien, il a donné des directives à son ministère de l'Immigration pour qu'on modifie les règles pour l'octroi des visas de visiteurs. Autrement dit, il a demandé aux agents des visas à l'étranger
d'accorder des visas de visiteurs plus facilement. Donc, les gens, en fait, pour résumer, n'avaient plus l'obligation de démontrer qu'ils allaient quitter le territoire canadien à la fin de leur droit de séjour comme visiteurs pour obtenir le fameux visa. Alors, ce qui fait que des milliers de personnes ont obtenu des visas de visiteurs et ont profité de l'occasion pour arriver au Québec, entre autres, principalement par l'aéroport d'Orval, pour demander le statut de réfugié. Donc, évidemment, on règle d'une certaine façon le chemin Roxham, mais on rouvre la porte par cette façon de faire, donc de modifier les règles d'octroi du visa de visiteur. À cela s'ajoute, vous avez sûrement pu le constater dans les médias, la situation des Mexicains. Alors, évidemment, pas besoin d'un visa de visiteur pour un Mexicain pour venir au Québec ou au Canada, seulement une autorisation de voyage électronique, ça s'obtient en quelques heures via Internet. Et donc, en 2023, c'est près de 20 000 demandeurs d'asile du Mexique qui ont demandé le statut de réfugié au Canada, pouvant bénéficier justement de la non-obligation d'obtenir un visa. Et en même temps, bien là, le Québec a commencé aussi à se dire « Hey, ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là de Mexicains qui arrivent ici, comme ça, il faudrait peut-être bouger, faire quelque chose. » Ottawa, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Sauf, on apprend par Radio-Canada que les cartels mexicains avaient commencé à s'intéresser à cette question-là du Canada et donc ont été impliqués dans la confection et la délivrance de faux passeports et de faux titres de voyage permettant aux gens d'arriver au Québec pour faire des demandes d'asile, entre autres. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que plusieurs profitaient de l'occasion pour simplement arriver au Québec et rentrer illégalement aux États-Unis. Alors là, les Américains ont commencé, évidemment, à s'offusquer de cette situation-là. Il y a eu des discussions avec Ottawa. Il y a une question de sécurité, les Américains, ce qui fait que, finalement, Ottawa n'a pas eu le choix que de légiférer puis de réimposer le visa de visiteur pour les Mexicains, visa qu'ils avaient eux-mêmes, il faut le rappeler, qu'ils avaient eux-mêmes décidé de retirer. Et là, je ne sais pas si tu vas être content de moi, mais je n'ai pas le choix de le dire, parce que autant pour le chemin Roxham que pour les visas, le gouvernement du Québec, M. Legault, se targuait devant les médias, disait « C'est grâce à nous que le chemin Roxham a été fermé, c'est grâce à nous qu'Ottawa a réintroduit les visas pour les Mexicains. » Je suis obligé de le contredire. Je suis obligé de le contredire. Roxham a été fermé parce que les maires des villes canadiennes ont commencé à taper du pied et le visa de visiteur pour les Mexicains a été réintroduit pour des raisons de sécurité nationale et parce que les Américains étaient tannés de voir des Mexicains arriver par le Québec de façon illégale. Alors, il faut dire un chat, il faut appeler un chat, puis c'est exactement ce qui s'est produit. Alors, ce qui fait que j'ai des petites statistiques pour vous qui sont quand même assez intéressantes. Demandeurs d'asile, en 2023, au Canada, il y en a eu, grosso modo, là, 144 000. Combien au Québec? Sur 144 000. Quand même. 65 500. En Ontario, 63 200. Colombie-Britannique, 7 700. Alberta, 6 000. Et là, ça drop. Pas ça drop, ça descend. Manitoba, 765, Saskatchewan, 170, Nouvelle-Écosse, 165, et là, on ne parle pas pour une journée, là, on parle pour l'année. Nouveau-Brunswick, 150, Territoire du Nord-Ouest, 45, et Île-du-Prince-Édouard, 15. Pardon? Probablement qu'après 2 semaines, ils se sont dit « Hey, c'est-tu ici l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau? » Non. Et là, la situation, pour vrai, ne s'améliore pas. Parce que si on regarde les 3 premiers mois de l'année 2024, donc janvier, février et mars, si la tendance se maintient, on va probablement, en 2024, battre un nouveau record du nombre de demandeurs d'asile. Parce que là, voyez-vous, pour les 3 premiers mois de l'année, sur un total de 17 905 demandes à travers le Canada, on en a reçu 10 300 au Québec sur 17 000, 6 800 en Ontario, 480 en Colombie-Britannique, 250 en Alberta, 35 au Manitoba et 5 qui se sont perdus là, en Saskatchewan.
Tous ces demandeurs d'asile s'ajoutent évidemment au Québec à ceux qu'on appelle les résidents temporaires, donc les travailleurs et les étudiants. Au moment où on se parle, au Québec, on a plus de 550 000 résidents temporaires. Tantôt, Xavier, tu le disais bien, le Québec est une terre d'accueil. On a toujours accueilli des demandeurs d'asile, on a toujours accueilli des réfugiés. On est accueillant, mais encore faut-il savoir accueillir dignement et correctement. Et présentement, bien, ce qu'on voit, c'est des gens qui sont face à l'itinérance, des demandeurs d'asile qui se retrouvent faute de permis de travail, donc pas le droit de travailler sur l'aide sociale. Pénurie de logement, crise du logement, pénurie de médecins de famille, manque de place en CPE, en garderie, manque de profs. Bref, on est confronté à toute cette situation-là. Et là, qu'est-ce que fait Ottawa? Bien, Ottawa dit, on va regarder ça. On va décider, est-ce qu'on va prendre des actions pour essayer de diminuer les résidents temporaires? Moi, je suis convaincu qu'ils ne feront rien de ça. Pourquoi? Parce que si on regarde les statistiques des dernières années, on est passé au Québec, et de façon générale au Canada, d'une immigration en une étape à une immigration en deux étapes. Je m'explique. Ça fait 32 ans que je pratique comme avocat en droit de l'immigration. À l'époque, les gens arrivaient au Québec en faisant une demande de résidence permanente. Donc, il y avait des critères. Est-ce que je remplis les critères? Oui, j'ai été accepté, j'arrivais comme résident permanent. Aujourd'hui, les gens, la plupart des gens, s'ils le faisaient, ne rencontreraient pas les critères pour obtenir la résidence permanente. Donc, ils arrivent comme résidents temporaires, restent au Québec 2-3 ans, par la suite, soumettent une demande de résidence permanente dans un des programmes et là rencontrent les critères. C'est ce que j'appelle l'immigration en deux étapes. Et, encore une fois, les chiffres ne trompent pas. J'ai sorti les chiffres pour les 10 dernières années. Et vous allez voir que depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement Trudeau, fils, année après année, l'arrivée de résidents temporaires au Québec double. Alors, en 2015, on avait au Québec 3 600 résidents temporaires, ce qui se gérait très bien. 2016, 3 600, 2016, 12 800. 2017, 35 900. 2018, 43 500. 2019, 63 600. 2020 et 2021, évidemment, il y avait la pandémie, donc ce n'est pas significatif. Et là, 2022, donc on part de 2019 à 63 000. 2022, 94 000. Et 2023, autour de 175 000 qui sont arrivés. Alors, évidemment, si mon raisonnement se tient, qu'année après année, on double, bien, on peut prétendre, à juste titre, qu'en 2024, on va probablement passer le 200 000 résidents temporaires si, évidemment, il n'y a pas d'action qui est prise. M. Legault a demandé à plusieurs reprises, une intervention d'Ottawa. Il s'est toujours fait dire non. Il y a une première rencontre, il a reçu un refus. Là, il y a une rencontre au sommet le 30 juin. M. Legault a demandé d'avoir les pleins pouvoirs en matière d'immigration. On verra ce qui va advenir, mais j'ai bien hâte de voir le 1er juillet s'il tiendra parole et n'ayant pas obtenu les pleins pouvoirs en matière d'immigration, il déclenchera un référendum sur le rapatriement des pouvoirs en immigration au Québec. Je pense que les derniers sondages donneraient ce référendum gagnant, parce que je pense qu'on est tous d'accord que ce serait important pour le Québec de pouvoir contrôler son immigration. Pourquoi un référendum? C'est simple. Selon le renvoi à la Cour suprême sur la sécession du Québec, en cas d'un référendum gagnant sur une question claire, Ottawa n'a pas le choix que de négocier de bonne foi avec le Québec. Donc, si M. Legault décidait d'entreprendre un référendum sur le rapatriement des pouvoirs en immigration et que ce référendum était gagnant, Ottawa n'aurait pas le choix de négocier. Ça ne veut pas dire qu'il aurait l'obligation de céder, mais il n'aura pas le choix de négocier.
Fait que moi, ce que je dirais à M. Legault, c'est que si vous voulez être certain d'avoir les pleins pouvoirs en matière d'immigration, bien, ça passe par l'indépendance du Québec. Ça va être la seule façon de les avoir. Merci. Un citoyen s'est interrogé sur l'inaction des politiciens face à la crise du logement et à l'itinérance des nouveaux arrivants. Voici la réponse de M. Enfield. Ces gens-là, ceux qui viennent, veulent améliorer leur sort. À tort ou à raison. Ils veulent une meilleure vie pour leurs enfants, pour leurs femmes, pour eux-mêmes, pour leur famille. Si j'étais à leur place, je ferais la même maudite affaire. C'est le système que je dénonce. Et c'est l'inaction. Lorsque je vois, comme je vous dis, là, moi, je vois au quotidien des gens qui se retrouvent face à l'itinérance. J'ai des clients qui, à la fin d'une rencontre, me demandent où est l'accueil Bonneau à Montréal. Je ne voyais pas ça il y a 10 ans. Je ne voyais pas ça il y a 15 ans. C'est ça maintenant la réalité. Donc, est-ce que c'est de leur rendre service que d'accueillir ces gens-là de cette façon-là? Je voyais un reportage, cette semaine, la semaine dernière, en Estrie, où des entreprises embauchent des travailleurs temporaires étrangers, ne vont même pas les chercher à l'aéroport. Ces gens-là arrivent ici, ils ont tout abandonné, espérant pouvoir travailler puis avoir une vie meilleure, et ils n'ont même pas de travail. Parce que, bon, ça a été, je ne sais pas, une façon pour eux, avec des agences, de pouvoir soutirer des sommes à gauche ou à droite. J'ai aucune idée des raisons et du comment. Mais la réalité est que ces gens-là se retrouvent dans cette situation-là. Et quand on parle de la crise du logement, bien, ils sont eux-mêmes victimes de cette crise du logement. Quand ils sont incapables de se loger, sans divulguer là, d'informations confidentielles, mais une famille, jeune famille avec un jeune bébé, nouvellement arrivé, se sont retrouvés, faute d'appartement, à vivre dans leur voiture. Encore là, ça, c'était des situations que je ne voyais pas avant. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas non plus des Québécois qui se retrouvent dans cette situation-là. C'est pas ça que je dis. Je veux juste dire que je ne suis pas prêt, moi, à blâmer les gens pour la situation actuelle et la capacité d'accueil. Au contraire, les premiers à blâmer, c'est nos gouvernements. Quand je parlais là, plutôt de perte de contrôle, c'est exactement ça. Hein? Quand je vois le premier ministre du Québec déchirer sa chemise à la place publique en dénonçant qu'il y a trop de résidents temporaires au Québec, que là, le 30 juin, Ottawa a besoin de donner tous les pleins pouvoirs pour diminuer les résidents temporaires, mais qui organise en 2024 6 missions à l'étranger par le MIFI, donc le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec, pour recruter des résidents temporaires, mais c'est une grande hypocrisie. Alors, avant de blâmer les autres, regardons-nous et prenons les mesures et les décisions qui s'imposent. Et là, autant Ottawa, là, OK? Donc, moi, oui, il y a un problème avec le nombre, il y a un problème d'intégration, il y a un problème d'accueil, mais je pense que si on était capable de faire en sorte d'avoir toutes les infrastructures pour accueillir ces gens-là, je pense que tout le monde en sortirait gagnant. Le nouvel arrivant et le Québec comme terre d'accueil. Puis, moi, je pense que une intégration réussie, ça passe par 2 choses. Le travail, donc faisant en sorte que ces gens-là puissent travailler rapidement. Puis encore là, si vous voulez, je vous dis, c'est pas Québec qui délivre les permis de travail, c'est Ottawa. Bien, tant qu'Ottawa ne délivre pas les permis de travail, ces gens-là se retrouvent sur l'aide sociale. Qui paye, c'est Québec. Fait que quand ils se traînent les pieds pour délivrer un permis de travail aux gens qui sont au Québec, bien, c'est Québec qui paye encore pour ça. Donc, le travail et la maîtrise de la langue. Donc, si on parle français, on travaille. Je suis convaincu que c'est une immigration puis une intégration réussie. Il a ensuite été interrogé sur la capacité de la province du Québec à avoir le plein pouvoir sur, entre autres, la gestion du chemin Roxham, les visas des visiteurs, les permis de travail ainsi que les permis d'études. Les explications de M. Enfield. Suivant la rencontre avec Trudeau, M. Legault va chercher certains gains. Bon, je ne sais pas lesquels, parce que c'est tout le temps fait de dire non, mais est-ce que c'est nous, quand je dis nous, le Québec, qui allons délivrer maintenant les visas de visiteurs? J'en doute. Est-ce que c'est nous qui allons délivrer les permis de travail? Est-ce que c'est nous qui allons délivrer les permis d'études? Est-ce que c'est nous qui allons gérer notre frontière? Souvenez-vous, au début de la pandémie, tous les pays fermaient leurs frontières. Et Roxham continuait d'être ouvert.
Bien, si le Québec avait eu le plein contrôle de sa frontière, il aurait pu prendre les mesures pour assurer la sécurité de ses citoyens. Quand je parle de la sécurité, là, je parle de la sécurité au niveau de la santé publique. Là, OK? Puis j'étais un de ceux qui, puis on s'est fait un peu ramasser, je le sais, qui disait pourquoi qu'on n'envoie pas la Sûreté du Québec pour fermer Roxham? Et là, les journalistes se sont amusés à dire hey, Québec va envoyer la SQ pour fermer la frontière. Non, 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 non. La route qui mène au fossé, où il y a les installations faites par les services frontaliers. Le Nouveau-Brunswick, là, quand ils ont décidé de fermer là, leur route aux Québécois qui voulaient se rendre aux îles de la Madeleine, là, est-ce que quelqu'un s'est offusqué pour dire « Hey, voyons donc, le Nouveau-Brunswick ne peut pas fermer ses routes comme ça? » Personne n'a rien dit. Alors, pourquoi le Québec ne pouvait pas envoyer ses policiers sur une route de juridiction provinciale, fermer tout simplement la route? Il n'y a plus personne qui passe ici, point. Les gens veulent passer dans le champ pour s'en aller des installations faites par le fédéral. Ils le feront. Mais après ça, le fédéral va être coincé avec ces gens-là, puis il n'aura pas le choix d'opérer, puis de gérer, puis de prendre des décisions. Ben non, ça... Vous le disiez, quand les gens ont commencé à être redirigés vers les autres villes ontariennes, ça n'a pas pris des années. Ça a pris quelques semaines, soyons généreux, quelques mois pour le gérer. Nous, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, et finalement, on l'a fermé en mars 2023. Ça a pris presque 7 ans pour le gérer. Alors, poser la question, c'est répondre. M. Enfield a été interpellé sur la notion d'étranger pour le gouvernement fédéral, c'est-à-dire la différence entre réfugiés, demandeurs d'asile, résidents permanents, résidents temporaires, travailleurs temporaires étrangers et les visiteurs. Donc, un demandeur d'asile, c'est une personne qui a sollicité le statut de réfugié au Canada et qui est en attente d'une décision ou d'une audience. Donc, lui, il n'a pas encore été reconnu comme réfugié. Ça, c'est un demandeur d'asile. Ça, il fait partie des résidents temporaires. Vous avez par la suite les travailleurs temporaires étrangers, donc ceux qui viennent au Québec travailler munis d'un permis de travail. Les demandeurs d'asile, 100% juridiction d'Ottawa. Québec n'a pas un mot à dire. Travailleurs temporaires étrangers, Québec gère 20%, Ottawa 80%. Et les 80%, c'est plutôt ce qu'on appelle la mobilité internationale, donc les gens qui viennent avec permis vacances-travail, jeunes pros, stage, j'oublie le terme, là, mais les travailleurs temporaires étrangers au Québec, 80% sont gérés par Ottawa. Et les étudiants étrangers, donc ceux qui viennent avec un permis d'études pour étudier, 100% gérés par Québec, par l'émission d'un certificat d'acceptation du Québec. Et vous pouvez ajouter à cette catégorie-là des temporaires, mais qui ne sont pas comptabilisés, les visiteurs, donc les touristes, ceux qui viennent en tourisme. Tous ces gens-là, dans la loi, on les appelle les étrangers. C'est le terme utilisé par la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, donc étrangers. Vous avez par la suite un demandeur d'asile, comme je vous l'expliquais, il est en attente. Si sa demande d'asile est acceptée, donc le tribunal de l'immigration reconnaît comme réfugié cette personne-là, à ce moment-là, elle est reconnue comme réfugiée. Et là, techniquement, elle sort du statut de résident temporaire à statut de réfugié, qui est un statut un peu dans les limbes entre le résident temporaire et le résident permanent. Parce qu'une personne reconnue comme réfugiée, par la suite, peut faire sa demande de résidence permanente comme personne protégée au Canada. Donc là, elle est comme entre les deux. Elle est plus temporaire, mais pas encore permanente. On peut demander, effectivement, les gens ont accès à un permis de travail ouvert. Et donc, justement, ça m'amène à vous parler des résidents permanents. Donc, vous avez tous les résidents temporaires, ça le dit, sont techniquement temporaires, sauf depuis 2015, qui deviennent de plus en plus permanents. Et les résidents permanents, bien, c'est ceux qui ont soumis une demande de résidence permanente, soit qu'ils étaient temporaires ou de l'étranger, qui rencontrent les critères pour un des programmes d'immigration pour le Québec ou pour le Canada, et donc obtiennent la résidence permanente.
La résidence permanente, la différence d'un résident permanent avec un citoyen, bien, le citoyen a le droit de vote, puis a le droit de posséder le passeport canadien pour voyager. Un résident permanent n'a pas le droit de vote et n'a pas le droit de posséder le passeport canadien. Donc, s'il veut voyager, il doit être muni de son passeport de son pays d'origine, plus sa carte de résidence permanente émise par le gouvernement canadien. Un participant a demandé des explications sur les procédures administratives en place et les audiences qui comportent plusieurs étapes pour l'expulsion d'un immigrant. C'est long pour préparer la demande, donc Immigration Canada accepte que la demande soit jugée recevable, etc. Une fois que ça c'est fait, le dossier, on parle de demandeur d'asile, est transféré, donc c'est vraiment le terme, confirmation de déférer pour l'audience devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Donc ça, c'est le tribunal administratif qui va entendre éventuellement la demande d'asile de la personne. En décembre 2023, les délais pour être entendus devant le tribunal étaient de 20 mois, donc un peu moins de 2 ans. On est au mois d'avril, en peine 4 mois, ils sont passés de 20 mois à 38 mois. Donc, moins de 2 ans à un peu plus de 3 ans. Donc là, ce qu'on dit, c'est que pour préparer toute une demande, ça prend quelques mois, avoir l'audience 3 ans, et là, évidemment, la personne, par exemple, dans l'hypothèse où elle est refusée, il y a les préparatifs de départ, on la convoque, essaie de trouver un passeport, etc. S'écoule encore plusieurs mois, voire quelques années. Donc là, avant que la personne soit prête pour son départ, il peut s'être écoulé 5, 7, 8 ou même 9 ans. Et là, à mon avis, c'est là l'injustice. Parce que j'ai des familles où les gens ont, par exemple, un enfant de 2 ans lorsqu'ils arrivent. L'enfant de 2 ans, là, qui ne parlait pas, là, il est rendu à 12 ans. Il parle français. En fait, c'est un Québécois. Lui, il n'a jamais vécu dans son pays. Les parents parlent français, travaillent, ont investi dans une maison. Dans certains cas, j'ai des gens qui ont investi dans une entreprise. Donc, leur vie est ici. Puis pas parce qu'ils ont contourné les règles pour en arriver là. Ils ont suivi les étapes, et les étapes sont tellement longues qu'on en arrive à cette situation-là. Et là, on leur dit, après tout ce temps-là, bien, l'enfant, on le déracine de l'école. Tu parlais français, c'est pas grave. Les parents, ton entreprise, vends-la. Ta maison, vends-la. Puis retourne chez vous. Ça, j'ai un peu de problème. Alors, je pense que ce serait important, autant pour ces gens-là que pour le Québec, qu'on puisse, si on a à expulser quelqu'un, qu'on le fasse rapidement. Donc, une fois que la personne... Parce que, d'un autre côté, si la personne vient comme réfugié, donc comme demandeur d'asile, et que les différentes étapes, les différentes instances du tribunal arrivent à la conclusion, après avoir écoulé tous tes recours, bien non, tu n'es pas un réfugié. Bien, d'un autre côté, j'ai aussi un malaise à dire, bien, je vais te garder, alors que moi, j'ai un père de famille qui veut faire venir sa femme et ses enfants, et il est obligé d'attendre 6 ans, puis ça ne marche pas. Non, vous avez entendu parler de la réunification familiale, là, les délais. Bien, je lui dis quoi aussi à lui? Que la personne qui est venue avec un statut de demandeur d'asile, qui ne l'a pas obtenu, puis que là, on va le garder parce que c'est inhumain de l'expulser, mais c'est aussi inhumain de dire à mon client qui est séparé de sa femme, de ses enfants depuis 6, 7, 8 ans, bien, patiente encore parce que finalement, bien, lui, pour respecter nos seuils d'immigration, on va l'accepter lui, mais pas toi, puis ta femme, tes enfants. Fait que c'est pour ça que tout est une question de délai. Et il est là le problème. Vous savez, j'ai été commissaire à la Commission de l'immigration pendant 11 ans, et on était à Montréal à une époque, puis c'est parce que j'écoutais la ministre Fréchette dire que demander au gouvernement fédéral qu'on diminue les délais de 38 mois, ce que je vous disais, à 6 mois. En 32 ans, je n'ai jamais vu ça. 6 mois, c'est impensable. C'est impensable. T'sais, on était, 95 commissaires à l'immigration à Montréal, et là, ils sont à peine 50. Fait que j'ai jamais vu des délais en bas de 14-18 mois. Donc, déjà, si on était capable de diminuer ça à 12 mois, ça serait un gros gain, une grosse victoire. Donc, pensez qu'on va être capable de traiter ces dossiers-là. Écoutez, vous avez vu les chiffres. 2023, au Québec, 65 000. Hein? La Commission de l'immigration, actuellement, là, en instance, là, pour être entendue, là, les dossiers qu'ils ont physiquement, qu'il faut que ce soit assigné au juge, là, il y en a 160 000. Vous voulez comment qu'ils fassent ça?
Toujours en ce qui a trait à l'expulsion d'un immigrant, pour répondre à un citoyen, M. Henfield a donné un exemple de cas concret. J'ai un client qui était criminalisé. Il était détenu à la prison de Rivière-des-Prairies pour renvoi. C'était tellement dangereux que lui, il n'était pas à la prison d'immigration, il était à la prison de Rivière-des-Prairies. Pays africain, je n'aimerais pas lequel, et pas de passeport pour pouvoir l'expulser. Mais ils ne veulent pas le remettre en liberté, puis là, on commence à être un peu tanné de payer pour lui en détention. Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, bien, on va prendre un avion, nolisé, personne à bord, on va l'embarquer avec 2 escortes, donc 2 agents des services frontaliers du Canada, et là, on va le ramener. Alors, ils font ça. Ils partent, ils arrivent, embarqués dans l'avion, pas de problème, c'est un vol nolisé, pas de passeport, pas de problème, c'est un vol nolisé. Mais quand ils arrivent là-bas, ils s'en foutent, eux autres, du vol nolisé. Ils demandent le passeport du gars, pas de passeport. Pour pogner l'avion, vous retournez. Alors, ils reviennent. Alors, le client se retrouve encore à la prison de Rivière-des-Prairies, encore son audience pour sa remise en liberté, ils ne veulent pas du tout le libérer, trop dangereux, tout ça. Donc là, le temps passe. Qu'est-ce qu'ils font? On va rasseyer une 2e fois. Alors, pogne un avion. Et ça coûte cher, là. Oui. C'est un avion nolisé, là. Tu sais, Air Canada ou peu importe, je ne sais pas, probablement c'est Air Canada. Embarque le bonhomme dans l'avion, pas de passeport, 2 agents, là, arrive là-bas. Qu'est-ce qui arrive? Une 2e fois? Là, il dit, vous allez, pas de passeport, là, vous allez retourner, mais on veut juste vous aviser. Si vous vous rasseyez une 3e fois, toi, détention. Alors là, ils trouvaient ça moins drôle. Fait que quand ils sont revenus avec, encore prison de Rivière-des-Prairies, là, dans les notes du dossier, c'est que là, il n'y a plus un agent qui voulait exécuter le renvoi. Là. Il a ben trop peur. Et là, l'explication de l'ambassade pour laquelle, parce que là, la question, c'est pourquoi on n'a pas de maudit passeport pour lui? Il a délivré un passeport, c'est votre citoyen. On est, comment est-ce qu'on peut dire ça en français? Je vais dire un anglicisme. Excusez pour l'anglicisme, lancez-moi pas de tomate. De toute façon, il le dit en anglais. Fait que c'est un pays africain qui est anglophone. On est backorder de papier pour imprimer les passeports à l'ambassade du pays à Ottawa. C'est pas une blague, c'est dit par un procureur de la couronne fédérale devant un juge de l'immigration. L'explication, monsieur le juge, pour laquelle on ne peut pas expulser monsieur, on n'a pas de passeport et ils sont backorder de papier. Et d'ailleurs, il y avait... Oui, je t'avoue. Il y avait un autre dossier. Ça, c'était triste. Patrick Lagacé a fait un article sur lui. Si vous allez sur Internet, vous allez le retrouver. L'homme au parapluie. C'est un Palestinien, on en parle, là, qui avait été soupçonné, et là, on parle de plusieurs années, qui avait été soupçonné d'être impliqué dans l'attentat d'un bateau en Italie. Okay? Il y avait eu un attentat terroriste. Et il arrive au Canada, fait une demande d'asile. Évidemment, ça a été refusé. Puis là, là, on le soupçonnait, arrêté, tout ça. Bref, il épuise tous ses recours et là, on veut l'expulser. Problème. Parce que là, si tu veux l'expulser, il faut qu'il atterrisse en Israël. Là, Israël a dit, ce gars-là ne rentre pas chez nous. Alors là, pas de problème. On s'est trouvé une façon. Et là, essaye par l'Égypte. On va. Sinon. Fait que là, personne, aucun pays limitrophe autour voulait l'accueillir. Donc là, il commençait à y avoir un problème. Et lui, il commençait à se dire dans sa tête, « Bien là, vous ne voulez pas m'avoir, j'ai fait une demande d'asile, ça a été refusé, je veux retourner chez nous. » Et là, ils sont incapables de l'expulser. Ils sont vraiment incapables, ils essayent par tous les moyens. Et ce monsieur-là, qui est triste, lui, il s'est dit, « OK, je vois dans les journaux des immigrants, quand ils commettent une infraction criminelle, sont expulsés. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais commettre une infraction criminelle. » Alors, il est arrivé au bureau de l'agent d'immigration à Montréal, au 10-10 Saint-Antoine, pogne une roche, fout ça dans la vitre, pète la vitre. La police t'a appelé, puis le gars, il attendait. Il attendait d'être arrêté. Ils sont venus l'arrêter. Et là, qu'est-ce que tu fais? Alors, regarde, tu n'avais pas le choix de m'expulser, je viens de commettre un crime. Ça ne marche pas comme ça. Et ce monsieur-là, il se faisait libérer et a passé dans toutes les provinces canadiennes, dans tous les bureaux d'immigration, en espérant qu'un bureau trouverait une façon de l'expulser. Et là, moi, je suis rentré dans le dossier. Il s'étendait sa colline parlementaire. À l'époque, la ministre de l'Immigration, c'était Lucienne Robillard. Il y avait un imperméable. Et là, il voit la ministre arriver. Et là, il rouvre son imperméable et il dit « J'ai une bombe ».
la bombe, c'est lui qui l'a eu. Ils ont sauté dessus, ils l'ont arrêté. Et il y avait aussi des problèmes psychiatriques, le monsieur, avec les temps. Il vivait à l'accueil Bonneau. Mais bref, finalement, les services frontaliers ont trouvé une façon de l'expulser. Et là, ce n'est pas des blagues. J'ai obtenu l'information par une demande d'accès à l'information. Ils disent, on va le mettre dans un avion. Et rendu en haut de la bande de Gaza, on va le parachuter. Bon. Évidemment, il y a quelqu'un à Ottawa qui a allumé, qui a dit c'est peut-être pas l'idée du siècle, mais c'était la façon, pour vrai, c'est même pas une blague, qu'ils avaient trouvée pour expulser cet individu-là. Alors, bref, monsieur, malheureusement, lui, ce qu'il voulait, c'est d'aller mourir chez lui puis d'être enterré sur les terres de sa famille. On est en 2024, puis comme je vous dis, ça doit faire 20 ans de ce dossier-là, puis il est encore ici. À moins qu'il soit décédé, là, mais aux dernières nouvelles, il est encore ici. Une question a été posée sur la différence entre les conditions d'admissibilité d'octroi d'asile aux États-Unis versus celles du Canada. Voici les explications du conférencier. Si on parle, par exemple, pour obtenir un visa de visiteur, c'était bien plus facile d'obtenir un visa de visiteur pour les États-Unis que pour le Canada. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, avec les années, suite au tweet de Justin Trudeau, bien, les gens... Dans les cafés Internet, là, en Afrique, là, le chemin Roxham, là, ils le connaissaient. Nous autres, on ne le connaissait pas. Eux autres le connaissaient. Oh oui, c'est pas une blague. Eux autres le connaissaient. Et donc, ils obtenaient des visas de visiteurs pour les États-Unis, comme ça. Et ils étaient juste en transit aux États-Unis, là. Ils atterrissaient à JFK, prenaient un autobus, Greyhound. Ils arrivaient à Plattsburgh. Plattsburgh, il y a des taxis. Écoute, il y avait des affiches chez les taxis, là. C'est chemin Roxham. Non, hey, c'est pas une blague. Même les services frontaliers américains faisaient du transport de taxis. C'est devenu des clients, mais Radio-Canada était là au chemin Roxham. C'était, comment est-ce qu'elle s'appelait? Catherine Kovac? En tout cas, bref, une journaliste. Deux Haïtiens marchent sur le bord de la route. Le US Border Patrol arrive, ils les interceptent. Ils disent, qu'est-ce que vous faites? Ben là, on marche. Ouais, avez-vous des pièces d'identité? Pas de pièces d'identité. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes illégal aux États-Unis. Techniquement, c'est supposé les arrêter puis les conduire devant un juge américain. Ils sont illégaux aux États-Unis. Il dit, vous faites quoi? Ben, on cherche le chemin Roxham. Rouvre la porte, c'est pas une blague. Embarque les deux gars dans le char, dit, moi, je vais aller vous conduire au chemin Roxham. Fait qu'ils sont arrivés par les services frontaliers américains à bord du char de patrouille au chemin Roxham. Et ça s'est adonné que Radio-Canada était là. Fait que quand Radio-Canada filme pendant que les US Border Patrol rouvre la porte, fait sortir les deux demandeurs d'asile haïtiens, puis il vient les reconduire, puis il les remet entre les mains de la GRC. C'est complètement ridicule, mais c'est ça. Bref, donc beaucoup plus facile pour un visa de visiteur. Bien, si on parle de demandeurs d'asile, écoute, les chiffres sont pas comparables. Les gens qui passent par la frontière mexicaine versus ceux qui arrivaient par le chemin Roxham, là, on capotait, là, mais non, mais on serait mort, là, OK? Pourquoi qu'ils viennent faire une demande d'asile? Le système d'octroi d'asile aux États-Unis, il est merdique. C'est très, très difficile de rencontrer les critères. Pour être reconnu comme réfugié, on a la même convention, mais ils l'interprètent complètement différent de nous. D'ailleurs, femmes victimes de violence conjugale au Canada, ça fait partie d'un groupe social particulier qui est reconnu par la Cour suprême. Tu vas être reconnu comme réfugié. L'orientation sexuelle, si tu es persécuté pour ton orientation sexuelle dans ton pays d'origine, tu vas être reconnu comme réfugié au Canada, pas aux États-Unis. Ils ne reconnaissent pas la violence conjugale, ne reconnaissent pas l'orientation sexuelle. Tu es vu par souvent, tu vas être détenu dans des prisons de droit commun avec des meurtriers. Alors qu'ici, si tu es en détention, ça va être un centre de prévention de l'immigration, même si ce n'est pas l'idéal. Il y a quand même des grandes différences entre nos deux systèmes. Maintenant, au niveau de la résidence permanente, je dois admettre que c'est quand même étonnamment plus facile de l'obtenir aux États-Unis qu'au Canada. D'ailleurs, à chaque année, ils font tirer des résidences permanentes aux États-Unis, des green cards, des cartes vertes. Il y a une loterie, et donc tu appliques, et si tu es chanceux, comme à 649, donc on tire ton numéro et tu obtiens la carte verte, donc la résidence permanente aux États-Unis. Donc, il y a quand même des particularités, mais au niveau de la demande d'asile, au niveau des services offerts, oublie ça, le Canada, le Québec est de loin devant les États-Unis. L'immigration est un sujet complexe. Apprendre davantage ne peut qu'outiller les citoyens. Merci d'avoir été parmi nous pour cette conférence.